Bonjour à tous. Donc, nous sommes dans le 4e déjeuner des curieux qui est accueilli au Digital Village dans Paris 13e. Donc nous avons une visioconférence aussi. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Hélène Grosbois qui va vous décrire un petit peu ses différents métiers, Thibaut Malosa de l'INRAE et Loïc Chauveau qui est là pour les interviewer et les fouiller par la question, on va dire comme ça. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On ne va pas parler simplement de l'utilisation des pesticides parce que c'est un problème complexe et on va parler effectivement des pesticides, mais de leur utilisation jusqu'à leur fabrication et jusqu'à comment ça arrive chez l'agriculteur avec des freins et pourquoi il y a des freins au changement des pratiques dans l'agriculture pour protéger l'environnement. La question n'est pas seulement que ce sont les agriculteurs qui sont, je dirais, les mauvais utilisateurs, mais c'est tout un système qui est à revoir. Et Thibaut va nous présenter un petit peu ça, et Hélène va voir le côté pratique. Et donc, je vous laisse la parole pour cette bonne conférence, et merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Véronique. Donc effectivement, nous allons parler de pesticides, grave question qui enflamme les campagnes, il faut bien dire, et même parfois les villes. Les impacts sur la biodiversité, sur l'eau, l'air, la santé humaine sont de mieux en mieux compris, de mieux en mieux mesurés. D'ailleurs, on a vu récemment la Direction générale de la santé demander au Conseil de santé publique si on ne pouvait pas faire quelque chose parce que les autorités régionales de santé n'arrivent plus à avoir des analyses sur l'eau potable conformes. Tout simplement parce que les instruments de mesure sont de plus en plus précis. Alors donc, on a des pollutions qui sont diverses et bon, on cherche à se passer des pesticides, donc avec un fonctionnement des plantes, une compréhension, une meilleure connaissance des fonctionnements des plantes, mais on s'aperçoit que de toute façon, ce n'est pas suffisant, qu'il va falloir aller plus loin et aller vers des mutations beaucoup plus profondes de l'agriculture. C'est de tout ça dont on va parler. Hein. Donc, Hélène Grosbois... Exactement, vous allez nous dire, est conférencière, et vous avez eu un parcours un peu... alors, vous avez commencé dans la finance, ensuite vous travaillez dans des ONG à Bruxelles, et puis aujourd'hui, vous êtes conférencière, et donc, vous faites également du maraîchage, vous nous parlerez de votre système. Et puis Thibaut Malosa, donc, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, vous êtes spécialiste du biocontrôle. Vous êtes impliqué dans le programme France 2030 qui s'appelle donc Grand défi biocontrôle et biostimulation pour l'agroécologie. 42 millions d'euros, ils sont consacrés. On peut considérer que c'est beaucoup, peut-être que c'est peut-être pas à la hauteur des enjeux, mais bon. Et donc pour ce déjeuner, on va suivre un plan, on va suivre un menu. Nous allons d'abord poser le diagnostic sur la situation actuelle de l'agriculture, puis nous interrogerons sur les réformes possibles du modèle actuel issu de la Révolution verte. Et enfin, nous dresserons les défis qui se dressent devant l'exploitant agricole. Donc on parle en fait du terrain, du produit chimique, comment on fait pour le remplacer. Ensuite, dans quel contexte ils sont utilisés et comment on fait pour changer. Si je résume, c'est un peu ça. Première séquence, donc, le diagnostic, la situation. Quel constat on tire aujourd'hui après 70 ans de révolution verte, entre guillemets. Donc l'introduction des Thibaut Malosa, si vous voulez bien démarrer. Je commence. Oui. Merci et bonjour. Peut-être pour remettre en perspective, commencer par faire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant ces 60 ans. En fait, on repart vers la Seconde Guerre mondiale, l'avènement, l'essor de la chimie, du coup les pesticides. On peut plus facilement imaginer cultiver en tuant à peu près tout ce qu'on a envie dans un champ. On peut fertiliser quasiment autant qu'on veut. Ça amène à utiliser des variétés qui sont sélectionnées, utilisées pour leur rendement et plus choisis par rapport à leur résistance, par rapport à tout un tas de stress dont les organismes. Ça amène derrière à agrandir les surfaces des parcelles agricoles, simplifier les systèmes, spécialiser les territoires, avoir les agroéquipements qui vont bien pour utiliser la chimie. Et on en arrive du coup à des systèmes hyper simplifiés qui ont tout un tas de conséquences. Alors, disons que le bilan, sans faire de c'était mieux avant, globalement, le bilan, il est accablant en fait en termes de preuves qui montrent que c'est pas durable dans tous les sens du terme, à la fois économique, social, environnemental, ça va pas.
En fait, alors je ne sais pas comment on se répartit la parole pour donner des chiffres. Oui, vous donnez quelques chiffres et puis je demanderai à Hélène son regard, elle, à travers son itinéraire, justement, de ce... Je dirais, d'un point de vue économique et social, on est sur un système qui est assez autocide, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un système qui peut durer longtemps comme ça. On le voit, en fait, au niveau social, les chiffres sont pas bons. En fait, on a un secteur qui est moins attractif, avec 25% de la population agricole qui est en situation de précarité ou de pauvreté, des âges qui augmentent, des âges moyens au niveau professionnel qui augmentent, des grandes préoccupations. Donc ça va pas. D'un point de vue environnemental, on a perdu, en fonction des endroits, entre 75 et 95% de la biomasse, par exemple, d'insectes. On a des problèmes évidemment en termes de santé publique, avec des liens qui maintenant sont de plus en plus avérés entre tout un tas de maladies et l'usage de pesticides. Donc le système effectivement est à bout de souffle. Quoi qu'on en pense, il y a des faits, c'est plus un avis. Il y a vraiment un problème de système. Hélène, votre regard à vous, vous avez travaillé à Bruxelles donc sur des questions qui proches de l'agriculture, l'écologie, etc. Et puis maintenant, en tant que conférencière, votre regard, vous, sur la situation actuelle? Oui, bien sûr, ça appauvrit à la fois les agriculteurs de manière très importante, mais aussi la population. Vous appropriez l'alimentation, l'agriculture vivrière des gens et vous créez des pauvres partout dans le monde comme ça. Et d'ailleurs, on est en surproduction mondiale massive de nourriture. Et pourtant, il y a toujours le même nombre de gens qui ont faim, 800 millions de personnes. Donc c'est assez inquiétant. Effectivement, les chiffres sur la biodiversité, ils sont... je ne vais pas utiliser un terme judéo-chrétien, mais ils sont apocalyptiques, y compris dans les forêts. Ça, c'est là qu'on comprend qu'il s'agit d'une contamination globale, massive et durable. On a enclenché la plus grande sélection artificielle, et y compris dans les forêts, on a perdu 80% de la biomasse d'insectes volants en 30 ans. Dans les forêts. Donc l'empoisonnement, il est partout. Et il faut aussi avoir en tête qu'aujourd'hui, le cancer est la deuxième cause de mortalité en France sur les enfants. Et la première cause par maladie de mortalité. Donc effectivement, là, si vous voulez, avant on disait que les gens étaient malades parce qu'ils étaient vieux, parce qu'ils fumaient, parce qu'ils buvaient. Les enfants ne sont pas vieux, fument pas, boivent pas d'alcool, ça fait rire de ma part. Et pourtant, ils sont quand même malades. D'ailleurs, la France est aussi championne du monde du cancer du sein. Donc il y a vraiment un question de santé, justement, là, quelles sont peut-être les choses qui vous indignent le plus, les signaux d'alarme qui vous... Je dirais deux grandes choses. C'est quand même que le taux d'incidence des cancers a doublé en 30 ans, alors que la consommation de tabac et d'alcool a été divisée par 2 dans le même temps. Donc il y a quand même un problème. Et aussi, c'est un sujet de femmes et d'enfants, parce que les pesticides sont dits lipophiles. Ils se stockent plus spécifiquement dans les graisses. Ça me fait penser à l'eau. L'eau, c'est vous qui avez parlé de l'eau, excusez-moi. En fait, dans l'eau, il y a moins de pesticides que dans plein d'autres endroits. Et bon, il faut aussi savoir qu'avec les meilleures technologies, que ce soit la chromatographie liquide ou gazeuse, avec la spectrométrie de masse, on détecte que 600 substances. Or, les pesticides, ces coformulants, les métabolites accumulés, on sait que c'est des millions de substances. Donc en fait, on passe complètement au travers de l'immense écrasante majorité. C'est déjà trop pour les C'est déjà trop, ouais. Mais en fait, ça représente vraiment une toute petite partie. Et donc, comme les pesticides, comme les métaux lourds sont lipophiles, s'accumulent particulièrement dans le gras, donc particulièrement dans les chaînes animales. Les femmes ont été concernées avant les hommes, puisque vous savez, les femmes ont plus de masse grasse. Bon, elles ont aussi 2 chromosomes X, il faut inhiber un chromosome, ce qui génère des toxines dont les pesticides empêchent l'évacuation. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, donc les femmes ont été empoisonnées avant les hommes et donc les enfants, parce que quand le fœtus est exposé à des produits chimiques, on sait très bien que ça crée des malformations, des problèmes cognitifs, des problèmes de QI. Enfin, il y a aussi des problèmes de fertilité. On a une fertilité qui a été divisée par 2 en 45 ans. Donc à ce rythme, on sera complètement stérile d'ici 30 ans, puisque vous le savez mieux que moi, dans le vivant, c'est des courbes exponentielles et pas linéaires. Donc la situation est vraiment extrêmement inquiétante et grave. Thibaut Malossa, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, vous, sur l'impact sur la biodiversité et le changement climatique, deux sujets qui ont des liens, mais enfin un petit peu différents quand même? En fait, si je me base sur des chiffres, l'agriculture et les systèmes basés sur l'agrochimie sont le premier driver à l'échelle planétaire de perte de biodiversité dans les systèmes terrestres. Donc déjà, c'est un premier fait. L'agriculture, ça pèse à peu près 20% de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.
Et comme je vous le disais, en termes de perte de biodiversité, j'ai moins de chiffres en tête, mais en termes de biomasse, c'est colossal. En fait, d'ailleurs, je pense que la plupart des gens peuvent l'observer dans leur quotidien. En fait, c'est ce que vous disiez. En fait, en 30 ans, on a perdu de l'ordre de 75% de biomasse en moyenne à l'échelle du globe. C'est énorme, en fait. Donc oui, effectivement, c'est colossal. Ouais. Il y a un très bon indicateur, c'est les insectes écrasés sur les pare-brises. Par exemple, il y a une étude qui avait proxy, été faite dans la forêt de Fontainebleau, il me semble me souvenir, un proxy. Pour le changement climatique, donc en fait une agriculture qui est victime et qui est actrice et victime en quelque sorte. Oui, c'est en ça que je dis que c'est autocite, en fait. Ouais, effectivement, ouais. Quand on commence à voir des déplacements des cultures possibles, et donc oui, quand on en sera à cultiver du raisin du bassin méditerranéen en Finlande, effectivement, oui, on sera bien. Oui. Alors, je vais vous proposer, après ce diagnostic, ce bilan un petit peu, je appellerais ça plutôt un réquisitoire, mais sur des preuves et sur des constats qu'on peut faire tous les jours. Comment est-ce qu'on peut réformer? Alors déjà, parlons des pesticides, les alternatives. Donc Thibault, vous travaillez sur ce problème de biocontrôle. Comment la science avance sur cette question-là? Je dirais, mon premier réflexe pour répondre à la question, en fait, c'est sortir assez rapidement de la question juste des pesticides au sens il faut absolument les remplacer. En fait, à un moment donné, il y a vraiment la question surtout de comment est-ce qu'on cultive différemment et en fait sans en avoir besoin. La question, c'est pas uniquement se focaliser sur absolument les diminuer. En fait, il faut juste trouver une approche qui permette de ne pas en avoir besoin plus que ça. Et donc, pour ça, il y a vraiment l'idée de combiner des leviers. Donc, ça va être beaucoup de diversité. Enfin, je pense que Hélène reviendra là-dessus, mais il y a vraiment l'idée il faut de la diversité, à la fois en termes d'hétérogénéité des paysages, avoir différents types de cultures, en mélange éventuellement, des mélanges même en termes de variété, derrière utiliser au maximum les mécanismes naturels qu'on peut mobiliser et qu'on n'est pas encore très bon pour mobiliser. En fait, il y a beaucoup d'incantatoires dans oui, il faut des solutions naturelles, il faut mobiliser la nature. En fait, en vrai, on n'y est pas encore et c'est là où la recherche a un rôle à jouer. Donc, oui. Hélène, vous pouvez nous expliquer, vous, alors justement, vos techniques, ce que vous utilisez tous les jours. Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez, votre travail dans le Morvan. Alors, donc moi, je n'ai pas d'exploitation agricole à proprement parler. Ce que je fais, c'est de l'agriculture vivrière et qui va de la semence à la semence. Donc, c'est différent d'être un maraîcher qui produit de grandes quantités de légumes. Moi, je fais mes semences, je fais mon terreau et je fais des cycles végétatifs complets. Ce qui est assez technique. J'ai aussi beaucoup de vivaces et de perpétuels, comme ce qu'on faisait avant. Moi aussi, je ne suis pas médiéviste et je ne pense pas que tout était mieux avant. Mais on s'est mis à cultiver de manière massive des annuels de façon vraiment totalement disproportionnée, ce qui demande 10 fois plus de travail. Et les annuels sont par essence moins résistantes à toutes sortes de phénomènes, que ce soit climatiques ou de bioagresseurs. Moi, j'utilise rien. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Toutes les filières existent en agriculture biologique. Je ne vais pas parler du biocontrôle, je ne le connais pas bien, et Thibault est là pour nous en parler. Par contre, ce que je sais, c'est que toutes les filières existent en agriculture biologique. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de solution, ça m'interroge toujours. Que là, on va nous faire le coup des asperges, ça ressort ce matin pour l'acétamipride, après les fameuses noisettes, parce que les noisettes, elles sont mignonnes, on les aime bien, ça fait du praliné, c'est sympa. Mais, parce que derrière, c'est la betterave, bien sûr, le sujet. Mais il y a bien des filières de production de noisettes biologiques en France. Et ces gens-là arrivent bien à sortir des noisettes, en fait. Les pesticides, ça a eu un avantage majeur. C'est de linéariser la production. En agriculture, on apprend que c'est des cycles de 3 ans. Il y a une très bonne année, une année moyenne et une très mauvaise année. Et qui, généralement, quand on dit très mauvaise année, c'est pratiquement 0. Et en fait, si on est bien organisé et qu'on sait stocker et transformer, finalement, on linéarise par le stockage et la transformation ce problème de production. Les pesticides, ça a permis pendant un certain temps de linéariser, et ça le Crédit Agricole aime bien parce que ça réduit le risque financier, mais je pense qu'il faut qu'on se réhabitue à avoir des vrais cycles dans la production agricole, et effectivement il faut diversifier à fond. J'ai oublié, je voulais dire quelque chose en rapport avec ce que tu avais dit, Thibault.
Bon, ça me La diversification peut-être, ou sur le fait de savoir mélanger les récoltes, les cultures. Oui, bien sûr, il faut diversifier. Bon, il y a aussi un truc, c'est qu'on a quand même fait 12 000 ans d'agriculture biologique. Aujourd'hui, ça fait 50 ans, on va dire, que les pesticides ont été démocratisés, et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais sans les pesticides. Et c'est vraiment des barrières mentales, parce qu'en fait, on a fait sans pesticides l'immense écrasante majorité du temps. Ça devrait donc être faisable. Thibault, comment vous regardez justement, il y a plein de gens qui expérimentent sur le terrain, qui ont des idées. Comment la science regarde un peu tous ces gens-là, toutes ces pratiques, toutes ces techniques qui peuvent émerger? La question est compliquée, hein. La science c'est large, mais je dirais qu'il y a plusieurs façons de faire, surtout en fait. Il y a une vision... Parce que l'agronomie oui, mais en fait, est utile, ou est-ce que ça va dans l'autre sens, ou est-ce que ça va dans les deux sens? En fait, il y a plusieurs façons d'aborder le problème et qui sont complémentaires. Je pense que, je me place pas en arbitre. Il y a une façon qui est bien, une façon qui est pas bien. C'est vraiment pas le sujet, mais il y a une vision plutôt top-down d'innovation à laquelle on est super bien habitué, où on a tous les canaux de financement, d'instruction, etc. Avec la vision, la science justement avec un grand S qui trouve la petite bébête ou le petit mécanisme ou la solution, qui fait un partenariat public-privé, qui contractualise avec un distributeur, et ça va jusqu'à l'agriculteur. Ça, c'est une vision qui marche dans certains cas d'ailleurs, hein, en fait. C'est juste que là, je la caricature un peu parce qu'elle est extrêmement commune, et c'est le truc qu'on connaît parfaitement et pour lequel on est formé quand on devient chercheur. Et puis après, l'autre solution, effectivement, c'est plutôt, et c'est une tendance qu'on essaie de généraliser, c'est de travailler beaucoup plus avec les territoires, en fait. Parce que quand on dit... qu'on parle d'agroécologie, d'agriculture régénératrice, peu importe le terme, en fait, il y a derrière, conceptuellement, l'idée que ça ne va jamais être pareil à deux endroits différents. En fait, les acteurs ne vont pas être les mêmes, les conditions, les pressions financières, économiques, le type de terroir, tout est différent. Et donc, il faut bien réussir à réinventer quelque chose. Mais il faut quand même y mettre de la science, donc un petit peu de généricité, mais pas une généricité au sens où on va avoir la même solution partout. Ça va être une démarche qui va être éventuellement la même, une façon de travailler avec les gens qui va être éventuellement la même. Et on essaie de développer ça actuellement pour avoir des solutions réellement agroécologiques et qui sont performantes, vraiment. L'idée, c'est pas un trade-off au sens, soit on fait de l'économiquement viable, soit on fait du territorial et puis c'est beau, mais c'est pas performant. Non, en fait, l'idée, c'est, et de le prouver, c'est qu'on est capable de faire du territorial et performant économiquement, environnementalement, Est-ce que vous socialement. pouvez nous expliquer un petit... Attendez, après... oui. Mais juste expliquer le programme que vous pilotez, justement, ce que vous faites, les voies que vous explorez. En fait, là, par exemple, un des programmes que je coordonne actuellement, c'est un projet qui est financé par la Commission européenne, où il y a une quinzaine de pays dans le monde qui sont associés. Et on s'est dit, justement, en fait, on va aller voir les endroits où, a priori, ça se passe plutôt bien, mais où, finalement, on a assez peu de preuves scientifiques. Et on va montrer que, oui, c'est durable au sens performant, donc à nouveau, économiquement, environnementalement et socialement. Donc on va chiffrer ça pour montrer, oui, en fait, ça marche. Et on va apprendre à travailler avec les gens d'un territoire, en récupérant les bonnes idées d'où qu'elles viennent, en essayant de se placer en tant qu'innovateur avec d'autres innovateurs. Donc en fait, toute personne dans ce territoire-là, potentiellement, est un innovateur ou une innovatrice. Et on a donc une démarche de design d'un projet de territoire. Et l'air de rien, en soi, c'est déjà en fait un programme de recherche. Le deuxième, c'est faire de la co-innovation avec ces gens-là, et en essayant de trouver des solutions qui peuvent être d'ailleurs du biocontrôle, mais pas dans une vision très générique à échelle mondiale. C'est vraiment la solution de biocontrôle locale faite avec les gens. Et ensuite, on travaille à la partie organisationnelle pour que ce soit viable, durable, au sens, là, pour cette fois-ci, au niveau temporel. Hélène, vous vouliez réagir? Oui, parce que j'ai retrouvé mes petits entre-temps. Non, mais parce que tout à l'heure, on a parlé de réduire. Et en fait, je veux rebondir là-dessus parce que c'est hyper important. Il faut avoir en tête que les produits qui sont mis sur le marché aujourd'hui, pesticides, sont de 100 000 à 1 million de fois plus toxiques que le DDT. Donc réduire, c'est de l'ordre de la supercherie totale. Plus le temps passe, plus les produits sont incroyablement toxiques. Donc regarder en quantité, en fait, c'est une arnaque, désolé pour le terme, mais c'est ça. Donc déjà, il va commencer par falloir regarder la toxicité, et même si on mettait 1% de ce qu'on met aujourd'hui, ce serait déjà largement suffisant pour tout empoisonner.
parce qu'on est sur des niveaux de toxicité qui dépassent ce que la plupart des gens peuvent concevoir. C'est toxique au nanogramme, au milliardième de gramme. On vous rétorque, mais il y a moins de doses parce qu'on vise justement bien sûr, les cibles. Les oui, cibles. Voilà. La bonne blague. Mais comme les modes d'action, par exemple, c'est inhibe les acides aminés. Toute cellule vivante sur Terre a des acides aminés. D'accord ? Donc c'est pas l'acide aminé de l'insecte, non, ça c'est tous les acides aminés, d'accord ? C'est bien pour ça que le glyphosate, en conséquence, est cancérogène et qu'on le sait très bien depuis des décennies, malgré ce que l'agrochimie essaye d'invisibiliser en produisant de la recherche bidon, dite réglementaire, de manière massive pour invisibiliser ce problème. Mais juste pour dire, voilà, réduire, c'est la regenerative agriculture. D'ailleurs, c'est faux, puisque sur le site principal de ce truc en France qui s'appelle Triple Performance, ils écrivent en toutes lettres qu'en fait, il faut plus de pesticides, bien sûr. Surtout au début, ah oui, mais on n'a pas de recul sur plus tard. Bon, bref. De toute façon, les produits sont toujours plus toxiques puisque tout y devient résistant. Il faut sans arrêt créer des nouvelles substances. C'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent parce qu'ensuite ça tombe dans le domaine public, etc., etc. Il ne faut pas réduire, il faut arrêter. C'est une drogue dure. On ne sort pas gentiment d'une drogue dure. On arrête massivement. Et ce n'est pas les mêmes assolements, ce n'est pas les mêmes machines agricoles. Là, on est en train d'équiper tout le monde pour faire des semis sous couvert, pour faire de la regenerative agriculture pleine de glyphosate. On est en train de déséquiper les agriculteurs de systèmes de désherbage mécanique pour acheter des machines incroyablement chères, pardon, je m'énerve, qui en fait vont complètement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire et de l'écologie. Donc là, on est en train de faire une transition vers une écologie en fait encore plus, qui va rendre les agriculteurs encore plus dépendants de l'agrochimie, parce que si vous travaillez pas votre sol et que vous faites des semis sous couvert, je peux vous le dire, j'ai essayé pendant 3 ans. Vous allez avoir très très faim, il va falloir mettre beaucoup plus d'engrais, avoir des semences encore bien plus appauvries génétiquement. Mais donc c'était pour revenir à cette histoire de réduire. Il faut pas réduire, il faut arrêter. Même 1%, si je prends l'exemple de la cypermétrine qui représente 1%, ça a de quoi tuer 10 fois. Non. C'est autre chose encore. Mais la cypermétrine a de quoi tuer 10 fois le total. 1% en France, c'est de quoi tuer 10 fois le total des abeilles sur Terre. Faut se représenter de quoi on parle. C'est toxique au milliardième de gramme. Donc comme on met 42 000 tonnes par an, on met 42 milliards de doses toxiques. Il faut vraiment arriver à intégrer. Donc il faut arrêter, pas réduire. Et l'autre truc que je voulais dire tout à l'heure sur les semis, mes techniques, vous m'aviez demandé, et j'ai dit la diversité et tout, mais je suis en forêt, en Bourgogne. On a des gros de Bourgogne, des escargots qui sont grands comme ma main, là, vous voyez ça ? Plus des limaces de toutes les tailles, même les plus grandes limaces d'Europe. Il y en a qui sont presque aussi grandes que mes pieds. Des grises tigrées avec une crête noire-grise. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc il y a toutes les tailles. Ça va du millimètre à presque 20 cm et toutes les couleurs, du rosé au translucide au orange jusqu'au noir. La technique que j'ai trouvée, c'est de faire des semis géants. Voilà. Donc je fais des semis géants. Des plans géants. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des mini-godets de 7 par 7 ou 8 par 8 comme ont la plupart des gens, moi je prends des grands pots, je mets plusieurs semences à l'intérieur d'ailleurs, parce qu'une seule en fait on exploite mal le terreau, parce que c'est moi qui fais mon terreau aussi, c'est du boulot tout ça, donc vous réfléchissez quand c'est vous qui faites le terreau. Et donc je prends des grands pots, je mets 5 semences dedans et je fais devenir mes semis très très grands. Voilà, et je les plante quand ils sont très grands parce que c'est un combat perdu contre les limaces. Au début, j'ai essayé de les retirer, donc on retire que les grandes, on laisse que les petites. Après, je me suis rendu compte que les grands mangeaient les œufs des petites, donc en fait, je crée une pression supplémentaire. Pareil avec les escargots, donc j'ai tout arrêté. Je fais des plants géants et ça a résolu une immense partie de mes problèmes. Alors Thibault, on s'aperçoit que le biocontrôle ne répond pas à ce genre de questions. Que là, on est à une technique particulière, mais en fait, quand on parle produit de biocontrôle, on est un petit peu dans la même logique que pour un produit chimique, quoi. On essaie de répondre à une question. En partie, effectivement. Alors, sur plein de points de vue, c'est évidemment beaucoup mieux. Ça ajoute un panel de méthodes, mais à nouveau, la question clé, c'est surtout faire différemment en général. C'est pas uniquement une question de je remplace un produit par un autre produit. Donc, c'est une avancée. C'est une piste c'est une voie de recherche. On essaie aussi d'élargir en fait en partant d'organismes qu'on connaît, en ayant travaillé avec une vision produit. On peut travailler après à d'autres échelles. En fait, on peut, notamment j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais l'utilisation des microbes dans l'agriculture, c'est un truc qu'on a. Abordons tout de suite toutes les questions de l'hobionte, etc. Qu'est-ce qu'on peut espérer de tous ces travaux qui ne font que croître et embellir quand il y a de plus de gens qui travaillent sur ces questions-là. C'est un des domaines, des secteurs de recherche où il y a le plus de mouvement actuellement. Et
Bon, je serais bien embêté de vous dire ce que ça va donner parce que par définition, c'est ce qu'on est en train de chercher. Mais il y a il y a un énorme potentiel. En fait, on part de très très loin. Hein. Je crois Vous pouvez expliquer justement la démarche ? En fait, on part de très très loin. Je pense qu'à l'époque où l'agrochimie vraiment a été conceptualisée avec des systèmes extrêmement simplifiés, on était quasiment, j'exagère un petit peu, mais à peine. Hein. Je vous invite à voir des conférences, par exemple, de Marc-André Sellos, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle, et où il explique très bien ça. Il y avait une vision, il faut que ce soit propre. Et donc, une terre qui est saine, c'est une terre en fait, où, à la limite, on stérilise. Et en fait, au fil des années, on a accumulé des preuves scientifiques que, non, en fait, les microbes, ils ont des rôles extrêmement importants, et en fait, ce sont au contraire d'excellents auxiliaires. Et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on pourrait imaginer avoir une compréhension des communautés de microbes, donc non pas seulement le rôle d'un microbe, mais de plusieurs microbes en interaction. Dans le rapport avec la plante, évidemment, avec le végétal. En fait, entre eux, avec le sol, indirectement et directement avec la plante, dans toutes les parties, dans les racines, à l'intérieur des tissus qui sont très creux, en fait, qui sont pleins de vide, hein, chez les plantes, au niveau de la protection des feuilles. En fait, il y a eu une immensité de possibles applications et on peut le prendre en plus avec une vision de gestion d'un capital, en fait, d'un capital de régulation de services apportés non pas par un microbe, mais par l'ensemble des microbes et leur environnement direct, leurs interactions, et c'est ça qu'on appelle le microbiome. Et quand on parle d'holobionte, en fait, c'est un bien grand mot pour dire c'est ne pas considérer la plante comme un individu unique, mais en fait, c'est tout un tas d'individus, parce qu'il y a la plante, mais il y a en plus tout un tas de microbes qui ont un fonctionnement totalement intégré avec la plante. Et apprendre à gérer ça efficacement et avoir des outils qui permettent d'encapsuler ce qui peut paraître super complexe, mais en faire quelque chose de pas trop compliqué à gérer, c'est le défi là, qui se présente là, pour au moins cette décennie au niveau de la recherche. Comment vous regardez ça, justement, cette question de toute cette communauté de champignons, de bactéries, de virus, etc., qui vivent autour des végétaux, dans les sols. Quels sont les constats que vous faites, vous ? Moi, j'ai pas vraiment de déséquilibre, puisque moi, j'ai la chance d'être dans un endroit où il n'y a jamais eu de pesticides et que moi, j'en mets pas. J'ai déjà vu des doryphores qui se baladaient, 2-3, mais ça n'a jamais posé de problème, en fait, sur mes récoltes et sur mes cultures. Mais oui, tout est écosystème. C'est vrai qu'il faudrait faire plus d'écologie fonctionnelle et d'écologie des populations, et de génétique et d'écologie des populations, parce que la plante, c'est un petit écosystème, comme nous, on a un petit sac à bactéries, on est des écosystèmes, et je pense qu'il faut arriver à penser en termes de système dynamique, effectivement, et pas d'individus. Il faut vraiment avoir en tête que les pathogènes sont un indicateur de l'état de santé d'un écosystème. Donc, à partir du moment où on a beaucoup de pathogènes, c'est qu'on a déséquilibré de manière importante l'écosystème. C'est ça leur rôle aux pathogènes, de réguler les écosystèmes qui sont déréglés. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a exterminé une grande partie de la diversité et il ne reste plus que ce qui est résistant. Que, du coup, les pesticides sont aussi des antibiotiques. Je reprends l'éternel glyphosate, inhibiteur des acides aminés. Dans les bactéries, il y a des acides aminés. Donc, du coup, on tue une grande partie des bactéries, puis il ne reste plus que ceux qui sont résistants. Donc là, on génère des problèmes qui vont être très compliqués à gérer par la suite. C'est aussi pour ça qu'il faut vraiment arrêter tout de suite, quoi. Justement, Thibaut, est-ce qu'on peut espérer une restauration ? Là, on a perdu énormément de biodiversité, on a perdu certainement des espèces. Ça, on ne le sait pas, mais bon, on peut l'imaginer. Est-ce qu'on peut restaurer, retrouver un milieu comme il était auparavant ? C'est la question en fait des points de bascule, quoi, très à la mode en ce moment. C'est super dur de répondre à cette question-là, mais imaginer une résilience parfaite avec un retour à un état initial, vu l'ampleur même des surfaces touchées, les niveaux de biomasse, le niveau de biodiversité perdu, ça paraît difficile en fait de reconstituer quelque chose de. Puis ça n'a pas forcément de sens. En fait, on ne va pas retirer des terrains agricoles. Il y a de plus en plus de monde sur la planète. On ne va pas retirer des terrains agricoles. Donc, il s'agit plutôt d'essayer de trouver un nouveau point d'équilibre. Je pense plutôt que revenir à quelque chose de passé. Enfin, d'un point de vue écologique, ça me. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que l'agriculture, pendant des millénaires, a permis de créer de la biodiversité.
Il faut quand même se dire qu'en Europe, il y avait une biodiversité très restreinte, que c'est les hommes, beaucoup quand même les Chinois, l'Empire romain a récupéré beaucoup de choses d'Asie et grâce à la guerre des Gaules, on en a bénéficié en France. Mais donc pendant des millénaires, l'agriculture a été une perturbation intermédiaire créatrice de biodiversité et c'est à ça qu'il faut revenir. Et non, on ne reviendra pas à cet état initial. Bon, c'est parce que c'est difficile d'imaginer une troisième voie, donc on se dit toujours c'est soit le futur, soit le passé. Mais il faut avoir en tête que quand même, ça va prendre un siècle pour faire partir une bonne partie des pesticides et que y en a une partie qui ne partira jamais. Jamais. On a beaucoup parlé des PFAS dans les poêles Tefal, mais si on retrouve des PFAS partout sur Terre, c'est parce qu'il y en a dans les pesticides. Et ils sont dits polluants éternels parce qu'ils sont chimiquement stables et qu'il n'y a rien qui altère ces substances. Donc ça va rester pour très 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 longtemps. Alors Thibault, on avait parlé tout à l'heure aussi du retour, de ce qui peut aider à la retour de la biodiversité. Je pense à la plantation de haies par exemple, mais pas que. Donc c'est une restructuration des cultures, des champs, des surfaces de champs. Quels sont les apports là, dans votre programme, par exemple, vous avez parlé des endroits où ça marche. Est-ce qu'effectivement, on revoit le foncier agricole? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est difficile dans les questions, c'est que systématiquement, on dit l'agriculture. Mais en fait, il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs et de territoires. Et donc, dans chaque endroit, c'est une aventure totalement différente. Parce que ça, sous les yeux, c'est quelque chose. J'entends bien. Non, mais je ne critique pas la question. Je dis juste que c'est extrêmement difficile en fait d'avoir une réponse qui va parler à tout le monde parce qu'en fait, c'est virtuellement impossible. Il y a des endroits où en fait le parcellaire n'a pas changé, et donc il ne s'agit pas forcément de le changer maintenant, en fait. Mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on va favoriser des choses qui vont favoriser de la prévention et de la prophylaxie. En fait, le truc qui, d'un point de vue strictement objectif, est l'idéal, puisque en fait, vous avez moins d'actions à faire, donc vous avez moins d'efforts et de dépenses à faire, donc on devrait naturellement s'orienter vers là. En fait, il faut prévenir, faire de la prophylaxie, et qui dit prophylaxie dit oui, mettre de l'hétérogénéité, des barrières, donc des paysages un peu plus complexes, des parcelles plus petites, plus de diversité. Et culture en mélange. Et plus de mélange, des territoires qui vont s'organiser avec une spécificité plus dépendante de vraiment des conditions locales. Et donc oui, en fait, on retrouve plus de structures collectives, on retrouve plus d'hétérogénéité des parcellaires, des paysages, et plus d'hétérogénéité dans les pratiques, et de diversité dans les pratiques. En fait, c'est là où ça se combine, mais pas dans le sens on fait un itinéraire technique où on combine tout un tas de choses et on montre aux gens. En fait, les gens combinent naturellement, et en fait, ils sont hyper innovants, les gens avec qui on travaille. Donc, mais comment justement récupérer toute cette expérience, toutes ces pratiques qui peuvent être inventées Hélène, non? En fait, je dirais, juste pour faire très court, si on est dans une vraie démarche de co-conception, co-innovation, ça se fait naturellement. En fait, il n'y a pas forcément à aller cartographier, chercher, ça se fait assez naturellement en vrai. En fait, ce qui est difficile, c'est que l'agriculture, c'est du vivant. C'est du vivant qui fait du vivant. Donc c'est des humains qui gèrent du vivant. Et en France, pays d'ingénieurs et de la centralisation, on aime bien tout rationaliser, mettre dans des cases, etc. Et là, ça s'y prête pas du tout. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de mes plans géants. Parce que cette année, je fais ça, mais peut-être que l'année prochaine, je vais faire autrement. J'en sais rien pour l'instant. Et donc, c'est un enfer. Et vouloir retranscrire ça de manière scientifique, c'est hyper compliqué. Parce que justement, il s'agit de recréer de la biodiversité. Là, ce qu'on a fait, c'est l'inverse. On a militarisé la nature, on a tout simplifié comme des maboules. Bon, le résultat est une catastrophe totale. Et en tout cas, voilà, je suis admirative parce que c'est hyper difficile. Chaque agriculteur va développer ses petites techniques pour sa petite culture. Bon, en plus, moi, comme je fais du maraîchage, j'ai une variété absolument énorme de cultures et d'itinéraires techniques. Peut-être que c'est différent en grande culture, mais... Oui, on va passer sur ces troisièmes questions, mais vous voulez réagir, Thibault, sur cette question-là? Juste pour dire que pour moi, il y a vraiment, dans le côté stimulant de la recherche actuellement, il y a la combinaison de deux aspects, en fait. Il y a vraiment, parce que le côté, les avancées de recherche, c'est effectivement excitant et ça a un vrai rôle. Il y a des choses qui restent à inventer, en fait. Comprendre comment on fait de la prévention et de la prophylaxie, en fait, c'est une frontière actuellement en termes de recherche.
aller vers des solutions qui sont complètement différentes, qui sortent même de la logique pesticide avec manipuler des odeurs ou des communautés de microbes, c'est complètement différent. Et un truc qu'on passe souvent sous silence, c'est que, et c'est en fait c'est ça qui m'y a fait penser, le fait de dire bah, c'est hyper compliqué, c'est de l'humain. En fait, c'est qu'il y a des fronts de sciences sur la partie sciences humaines et sociales, l'organisation. En fait, mais c'est sans doute le plus important, enfin dans ce que je vois dans mon quotidien, et qui pose énormément de débats, hein, des débats épistémiques, des débats entre les chercheurs qui ne se comprennent pas. En fait, on travaille sur des systèmes profondément humains. Il y a des gens, des organisations humaines, des organisations politiques au milieu. Et en fait, la partie organisationnelle est au moins aussi importante que la partie un peu plus facile à vendre d'un point de vue visuel que sur la partie biotechnique. C'est une excellente transition pour notre troisième partie, parce que c'est justement quels sont les freins auxquels on doit, quels sont les freins, puis surtout les défis qui sont à relever, et puis comment on fait pour passer d'un système aussi bien ancré. Vous dites, j'imagine un agriculteur lambda qui dit, elle est bien gentille, Hélène Grosbois, mais moi, il me faut des rendements, il faut que je vende des tonnes de blé, parce que sinon, c'est pas 500 € que je vais gagner à la fin du mois, c'est 300, quoi. Je résume globalement. Déjà, les rendements, ils commencent à stagner, hein, malgré le fait que chaque année, les semences ont des rendements théoriques supérieurs à celles d'avant. Donc voilà. Après, comme on vient de le dire, c'est de l'humain et c'est des systèmes de croyance. Arvalis, l'Institut technique du végétal, hein, c'est pas les gens les plus écolos terroristes de la Terre, je ne crois pas. Pourtant, ils présentent des comptes de résultats et des tableaux très clairs sur le fait qu'en bio, il n'y a pas d'intrants, que donc les coûts sont très nettement inférieurs, même si les rendements sont légèrement plus bas. Donc l'agrochimie aime généralement à dire 30%, on serait plutôt autour de 15 à 20% de baisse de rendement que 30%. Et finalement, le même compte de résultat d'un agré en bio, oui, le chiffre d'affaires est un petit peu plus bas, mais sur la ligne coût, il n'y a pratiquement rien. Et donc, les marges et les EBE sont systématiquement supérieurs. Donc, là aussi, il y a vraiment un phénomène de croyance. Les agriculteurs en bio qui sont en petite surface, comme des gens qui feraient un peu la même chose que ce que je fais, ben oui, nous, on est les grands perdants dans les systèmes de subventions agricoles. Donc forcément, ça crée des distorsions de marché qui sont absolument énormes. Mais en réalité, c'est logique. L'agriculture chimique coûte beaucoup plus cher, ne serait-ce que dans le compte du résultat de l'exploitant agricole, que l'agriculture bio, quoi. Et après, je parle même pas de tous les coûts indirects qu'on a évoqués depuis le départ, qui sont là en centaines de milliards d'euros. Et de toute façon, quelle est la valeur du vivant pour le vivant? Ça n'a aucun sens comme raisonnement. Thibault, sur cette question-là, vous n'aimez pas le mot croyance. Généralement, vous êtes scientifique, donc... Oui, dans mon rôle, effectivement, il faut que je me base sur des faits, pas des croyances. Non, mais en fait, ce que je trouve remarquable, surtout, c'est le débat qui est souvent biaisé, en fait. Quand on parle de ces blocages, de ces barrières, tout de suite, et pour des raisons de communication, de simplification, on parle des agriculteurs, où on dit ah oui, mais ils sont réticents, ou ils veulent pas adopter, le frein à l'adoption. Et en fait, moi, j'ai un vécu qui est complètement différent. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui est... Là, c'est pas forcément ma spécialité. Enfin, je ne travaille pas en sciences humaines et sociales, mais souvent, vraiment, je suis assez perplexe parce que mon vécu, mon expérience face à des agriculteurs ou des coopératives, c'est pas des gens réticents, en fait. Ce sont des gens qui sont bloqués, qui sont verrouillés par tout un tas de contraintes. Mais en fait, ils sont au contraire, plutôt, ils ont des convictions. D'ailleurs, il y a des enquêtes, les enquêtes un peu récentes. On a une idée un petit peu des sondages d'opinion, enfin pas des sondages d'opinion, mais des enquêtes. Par exemple, je lisais là, hier une enquête sur 7000 agriculteurs qui a été faite en décembre, qui s'appelle The Shift Project. En fait, je connais pas forcément le fond, mais c'est... Le project de Jean-Marc Jancovici. C'est ça, oui, c'est ça. En fait, et c'est 7000, une méthode explicite. Alors bon, je sais pas si c'est exactement représentatif, mais tous les chiffres, en fait, ils tendent à montrer qu'en fait, il y a un partage sur les faits, il y a un partage, un consensus en fait entre ce qu'on a dit là et ce que les agriculteurs disent. Hein. Ils sont à plus de 85% inquiets pour la viabilité économique de leur ferme. Ils sont à 75% inquiets pour leur santé. Plus de 70% ont déjà essayé un levier de l'agroécologie. Donc en fait, ce ne sont pas des gens qui sont fondamentalement réticents. Par contre, ils sont ultra bloqués d'un point de vue financier. Donc il y a un problème macro. Enfin, on revient au problème de la politique agricole commune. Effectivement, on a un problème global. Et en fait, les agriculteurs, ils sont avant tout coincés là-dedans. Et même s'ils veulent en sortir, en fait, je pense qu'actuellement, beaucoup ne peuvent pas. Alors ça ne veut pas dire
tous. Mais à nouveau, enfin, il y a beaucoup d'agricultures différentes et je pense qu'il y a un vrai problème de blocage. Après, on peut toujours débattre parce qu'il y a des secteurs où c'est sans doute moins vrai, mais moi, je vois quand même avant tout des gens bloqués plus que réticents. Vous, Hélène, vous avez des échanges peut-être avec des collègues ou dans les conférences, est-ce que c'est des questions qui reviennent? Oui. Moi, je veux pas. Les agriculteurs sont pas responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est des politiques publiques. Il faut être très clair. L'État sait qu'on met du poison partout et il a laissé faire ça. Et il a même encouragé ça. Donc c'est quand même très problématique. Après, les agriculteurs, dans l'ensemble, ils ont été dépossédés de leur outils de travail, mais aussi de leur savoir. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ils sont coincés. Par contre, je dirais qu'ils ils changent sous la contrainte. Mais est-ce que c'est que les agriculteurs? Est-ce que c'est pas tout l'Occident? Est-ce que c'est pas l'homme? Est-ce qu'on n'est pas que des petits animaux qui réagissent à notre environnement? Il me semble, tristement, malheureusement. Mais quand ils tombent malades, avant d'être malade, ils vous disent c'est impossible. Et puis quand ils tombent malades, en quelques mois, bizarrement, ils passent en bio. Hein, voilà. Donc c'est quand même que c'est faisable. Après, il y a aussi un problème d'ouverture. Moi qui ai passé 1 an au lycée agricole, il y aurait besoin d'un peu d'air. Il y aurait besoin d'un peu de filles aussi. Parce que quand on laisse... enfin là, c'est un peu le concours de qui a le plus gros tracteur, qui a le plus grand nombre d'hectares, qui a... voilà. Et donc, il y aurait besoin d'un peu d'ouverture d'esprit, de changer d'objectif. Il y a un très gros problème au niveau des techniciens. On n'a peut-être pas assez parlé, mais en fait, pour moi, les gens qui emmènent les agriculteurs au-delà de leur syndicat qui s'avère toxique pour eux, malheureusement, les techniciens racontent énormément de choses fausses aux agriculteurs. Les techniciens, c'est les gens qui passent sur les exploitations agricoles sans arrêt pour vendre des engrais, des pesticides et du machinisme agricole. Il y a aussi les banques qui les empêchent de se convertir parfois quand ils désirent se convertir. On dirait que je parle d'une religion, mais voilà, passer d'une agriculture traditionnelle, chimique, à une agriculture biologique. Mais donc c'est un sujet complexe, mais j'aimerais juste dire quand même que c'est l'État qui est responsable. Voilà, on est dans une civilisation où on remet sans arrêt la faute sur l'individu parce que c'est des stratégies de lobbying en fait bien connues, mais c'est à l'État de ne pas laisser sa population, ses agriculteurs, son patrimoine, son territoire être empoisonnés. Ça, c'est la question des filières, notamment. Vous, justement, dans les expériences que vous avez faites, enfin, dans les études qui ont été faites au niveau européen, dans les régions où ça marchait bien, comment était prise cette question des filières? Comment elle était abordée? Parce qu'un agriculteur, il n'est pas tout seul. Il a derrière lui des coopératives et puis des centres de distribution, enfin, de grande distribution, et puis le consommateur in fine, quoi. À nouveau, enfin, ce que j'observe, c'est des situations très différentes, mais ce qui me paraît, disons, la réponse la plus juste, c'est qu'il y a une intersection entre territoire et filière. En fait, la notion filière, là, pour le coup, ça colle assez bien au modèle agrochimique, enfin un modèle ultra simplifié où finalement on s'affranchit en grande partie des territoires, des acteurs des territoires. Et en fait, les territoires qui ont augmenté en performance économique, environnementale et sociale, ils ont surtout su super bien combiner l'approche filière et une approche territoriale avec une vraie politique territoriale au niveau alimentaire, au niveau de Qu'est-ce que c'est une vraie politique territoriale? Vous pouvez la définir? C'est des choix de différentes cultures? En fait, souvent, c'est une façon de trouver une plus-value, une valeur en plus pour les gens qui essaient d'aller vers quelque chose de plus performant d'un point de vue environnemental et social. Et donc il faut trouver des débouchés, par exemple. Mais alors ça peut être des circuits courts, enfin plus ou moins courts, mais il faut trouver un débouché. Donc effectivement, ça va être une organisation avec un système de cantine ultra développé qui va permettre de faire un appel d'air pour qu'il y ait un premium, d'une certaine manière, un intérêt en termes de valeur pour l'agriculteur. Mais des fois, c'est plus une valeur non marchande. Hein. Ça peut être juste appartenir à un territoire qui, en soi, donne un intérêt de faire différemment et pour le consommateur aussi, donne un intérêt à consommer le truc de ce territoire-là, en fait. Et donc, il y a disons, à chaque fois, je vois un sens, une valeur trouvée dans une façon de s'organiser. Donc c'est un vrai travail collectif avec toutes les parties prenantes. Donc c'est quand même, et souvent, naturellement, en fait, alors il y a des coûts de transaction, hein, c'est vrai qu'il faut organiser, mais
à nouveau, ça se fait souvent dans une dynamique, en fait, et donc la collectivité locale, enfin, elle est pas passive, elle subit pas le truc, en fait. Elle va au contraire, en fait, profiter de ça pour son image, pour ses citoyens. Tout à fait. En général, il y a vraiment, et c'est là qu'on sort du débat strictement agricole. Enfin, comme le disait Hélène, on a tendance à toujours revenir sur les acteurs individuels. Alors qu'en fait, le débat, il est beaucoup plus large. En fait, c'est pas parce qu'on parle on parle des pesticides. En fait, on parle d'agriculture. Si on parle d'agriculture, on parle d'alimentation. Et en fait, on parle d'un vrai projet. Et par rapport à la question précédente, ce que disait Hélène me faisait penser vraiment au fait que on sous-estime complètement le coût que ça a eu d'installer l'agrochimie. En fait, un collègue de l'université de Côte d'Azur à Nice, Manuel Boutet, qui est sociologue de l'innovation, me montrait des verbatims des années 50. Mais en fait, ça a été d'une violence. Des manifestations en Bretagne contre oui, HHD. En fait, la chimie n'est pas arrivée comme une évidence, en fait. Et donc, il y a eu un plan, l'État, et les États, c'est colossal. Par rapport à l'énergie, les efforts et les investissements financiers qu'on met sur l'agroécologie actuellement, en fait, je pense qu'on ne réalise pas du tout à quel point c'est sous-dimensionné par rapport à ce qui s'est passé dans les années 50, 60, où c'était des plans avec INRAE, créé en 1945. Donc il y avait en fait un énorme institut qui s'est créé pour accompagner un changement. En fait, là, on n'est pas du tout à ces dimensions-là actuellement. Hélène, vous voulez peut-être réagir sur cette question des filières, du travail en commun. Est-ce que quand vous rencontrez des gens dans une conférence, etc., c'est des questions qui interviennent? Est-ce que la prise de conscience se fait? C'est difficile à dire. J'ai pas beaucoup d'agriculteurs. Là, dans pas longtemps, j'interviens dans des agriculteurs, mais moi, j'aide surtout au niveau de la prise de conscience de quel est le problème environnemental, parce qu'en fait, c'est très flou. Moi, au début, vous savez, j'étais vraiment beaucoup sur le climat, comme tout le monde, parce que je pensais que c'était la cause majeure de l'extinction en cours, et c'est en faisant de l'agriculture que je me suis rendu compte que non, dis donc, c'était pas ça le plus gros problème. Donc voilà, mais c'est des sujets compliqués. Il y a des filières où quand même on va sans doute avoir des problèmes. Je pense à la viticulture. Je pense qu'en arboriculture, il va quand même recréer de la biodiversité. Ça va aussi passer par arracher et replanter. Ça va prendre du temps. Là où, à l'opposé total, je pourrais prendre l'exemple de l'élevage bovin en France, qui est majoritairement extensif et qui en fait est très proche déjà d'être bio en réalité. Donc oui, il faudrait une approche par filière. Mais il faudrait aussi à la fois un peu démanteler les filières. C'est tout le paradoxe là, donc c'est très compliqué. Mais j'insiste quand même que c'est quand même à l'État d'interdire les pesticides. Voilà, là-dessus, en fait, j'en démordrai pas. C'est l'État qui autorise du poison. Et comme l'a dit Thibault, ils ont dû s'y prendre depuis des décennies pour qu'on puisse mettre du poison partout, parce que ça paraissait complètement fou à l'époque, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de réutiliser ces armes de guerre et de les mettre directement partout. Une question, vous avez été dans un lycée, oui, en lycée professionnel, oui. Vous nous avez parlé un petit peu du milieu. Il y a moins de 400 000 agriculteurs maintenant, pour une surface agricole utile qui est la même, donc les surfaces d'exploitation ont augmenté. Comment est-ce qu'on peut remettre des gens dans l'agriculture? Est-ce que c'est... Pour moi, il y a 2 étapes. Il y a étape 1, faire bio. Là, c'est une question de survie. Comme on a dit, on est en train de perdre toute la biomasse et on va partir avec cette biomasse. Je sais que l'homme occidental se pense en dehors de la nature, mais ça, c'est la pensée. La réalité est différente. Donc, étape 1, c'est faire de la bio parce qu'on sait tout faire en bio. Il faut le faire le plus vite possible, c'est une question de survie. Et étape 2, effectivement, puisqu'on a dit que les pathogènes sont un symptôme de l'état de souffrance d'un écosystème qui est lié à sa taille et à l'uniformisation, il va falloir réduire cette uniformisation et les tailles et donc mettre plus de gens au travail. Dans les champs, aujourd'hui les contraintes ne sont pas assez fortes, il me semble, pour que ça se passe. Mais on n'est pas en reste, puisque comme on a tout empoisonné, on va avoir des pathogènes sans solution. On a déjà des résistances partout et des maladies partout, on le voit, tout est malade, nos cultures, nos animaux, même les animaux sauvages sont malades. Et donc on va avoir des épidémies, plus d'autres problèmes
je sais pas moi, de guerre, on voit bien que ça va pas trop. Donc ce qui est bien, c'est que quand il y a ces grands chocs, là, bizarrement, tout le monde part à la campagne. Moi, ça fait des années que je dis aux gens, il va falloir qu'on se remette à faire de l'agriculture, se reconnecter à notre environnement. Bon, quand il y a eu le Covid, j'ai plus trop eu besoin de réclamer. Tous ceux qui ont pu partir sont partis manu militari. Donc voilà. Donc je pense que l'étape 2 se fera malheureusement dans la contrainte. Vous savez, les révolutions, elles se font pas parce qu'on les décide dans la joie et dans la bonne humeur, généralement, j'ai l'impression. Thibault, sur cette question du retour à l'agriculture, en quelque sorte, on est passé de moitié de la population dans le milieu agricole en 1936, je crois que la Belgique s'est faite avant l'avant-guerre, à 2% aujourd'hui, quoi. Bon, là, je suis clairement en dehors de mon champ de compétences, hein, donc je vais donner un avis de personne un peu avertie, mais pas plus que ça. Enfin, pour moi, il y a vraiment une question de sens du travail. En fait, à un moment donné, enfin, à nouveau, ça va au-delà d'un problème juste agricole. Enfin, il y a un vrai projet de société. Alors là, c'est un peu tarte à la crème, mais en même temps, c'est vrai. En fait, il y a une question de combien est-ce qu'on alloue de nos richesses à une autre façon, en fait, de faire de l'agriculture, de s'alimenter. Avec ce changement, en fait, c'est tout un plan de l'État. En fait, c'est construire une industrie, c'est donc prendre des travailleurs dans les champs et les mettre dans l'industrie. Enfin, c'est à nouveau, hein, c'est Manuel Boutet, le sociologue de l'innovation dont je vous parlais, qui m'a raconté. Mais c'est vraiment, il y a tout un plan derrière. Donc il y a une idée. En fait, c'est pas juste, ça s'est pas fait naturellement tout ça. Et en fait, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on invente comme autre projet, quel autre plan en fait, et donc quel sens, comment est-ce on revient à des parts de pouvoir d'achat pour l'alimentation qui sont un petit peu différents. On est passé de, je sais plus, de l'ordre de 40% du pouvoir d'achat dans les années, je crois, 40 ou 50, qui allait dans l'alimentation, et maintenant, je crois qu'on est à 12%, un truc comme ça. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une question de qu'est-ce qu'on attend en termes d'alimentation, vers où on veut aller, et en conséquence, en quoi on crée des métiers qui ont du sens, qui sont attractifs, et sens au niveau des valeurs, au niveau des rémunérations, parce que là, je crois qu'on oublie quand même un petit peu l'essentiel. À un moment donné, on ne se met pas à la place de l'agriculteur, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Véronique, des questions? Comment est-ce qu'on procède pour... Merci en tout cas à vous deux. Moi, ça m'a passionné. En tout cas. On va donner la parole à la salle. Oui, moi j'avais une question par rapport au bio, parce qu'effectivement on se focalise sur le bio, mais on ne parle jamais des hybrides, parce qu'en fait les légumes anciens ont quasiment disparu, puisque je crois que c'est toujours interdit de vendre des semences de légumes anciens. Vos fruits, vos légumes, est-ce qu'ils sont toujours aussi peu sous-nutritiés, peu de nutriments, c'est-à-dire en fait c'est du carbone et de l'eau? Non, l'interdiction au catalogue, heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Donc moi, mes premières semences, je les ai récupérées dans une AMAP de semences paysannes. Et si, hein, on peut de nouveau échanger et vendre nos semences paysannes. Je crois que ça a duré que 2 ou 3 ans, en fait, cette interdiction au catalogue. Après... ça, c'est ma petite partie maraîchage. Bon, qui n'est pas une si petite partie, puisqu'il y a plus de 50 légumes et itinéraires techniques en maraîchage. Mais c'est plus en grande culture. J'en sais rien, mais par exemple, je sais que 90% des cultures dans le monde, c'est 2 maïs. Hybride et fin, bien sûr, un Bayer et un, je voudrais plus dire de bêtises. Donc là-dessus, je pense que là, il y a plus de variétés à recréer, mais il y a des gens au sein de l'INRA qui travaillent là-dessus. Notamment, je ne sais pas si tu peux en parler, mais oui, il va falloir recréer des semences, mais pour moi c'est plus sur la partie grande culture, les blés, etc. Je vais laisser Thibault parler, mais en tout cas voilà, sur la partie maraîchage, semences paysannes, et il va aussi falloir remettre de la diversité animale. Hein. Sur les Primo-Holstein, on a un problème aussi. Voilà. Énorme problème, oui, de diversité, effectivement, que l'INRAE suit. C'est quand même un gros morceau de l'activité d'INRAE. Alors à nouveau, je ne suis pas totalement spécialiste, mais je le vois quand même un petit peu en interne, évidemment. Le fait d'avoir des programmes de sélection sur beaucoup d'espèces et en essayant de partir avec des paradigmes un petit peu différents qui ne sont pas uniquement beaucoup de rendement dans des conditions très standardisées, c'est un sujet. Et c'est le tournant qui est en train d'être pris et qui est pas simple, hein, parce que tout le monde est habitué à voir... tous les standards, les connaissances, les stratégies viennent de canaux avec vraiment une vision
d'augmentation de rendement. Et donc, changer ça et le faire en plus avec des partenaires, parce que beaucoup de recherches se font en partenariat. Les partenaires, en fait, ont du mal à aller sur ces terrains-là parce que les marchés sont pas aussi évidents peut-être que ce qu'ils étaient justement jusque-là. Enfin, l'ensemble de la recherche est questionné, mais c'est vrai sur tous les secteurs. Hein. On parlait du biocontrôle tout à l'heure, avec une vision qui est encore très produit et moins service ou moins gestion d'équilibre. Et c'est pas une critique vis-à-vis des acteurs actuels, c'est juste que c'est vraiment un changement total de façon de faire et qui nécessite une réorganisation profonde, même du système de recherche, pas juste des gens qui sont dedans. J'avais une question, Thibault, qui ne va pas t'étonner. C'est effectivement, vous avez parlé des agriculteurs, vous avez parlé du rôle de l'État, vous avez parlé de l'organisation à changer. Mais comment on fait aussi pour que l'industrie qui fabrique les équipements, qui fabrique les produits phytosanitaires, participe à ce changement? Parce que dans ma vie antérieure, j'ai eu quelques petits projets avec ces entreprises. Dans chacune, il y avait un petit laboratoire qui travaillait sur les produits de biocontrôle. Comment on fait pour que ces entreprises participent au changement? Parce qu'elles ont effectivement aussi du savoir et aussi des moyens pour transformer. Vaste question. Mais en fait, pour le coup, une façon de répondre, je trouve, c'est juste de dire, une entreprise, c'est un être économique, c'est un organisme qui doit survivre, qui doit maximiser sa fitness en langage d'écologue. Et sa fitness, en fait, c'est avoir du chiffre d'affaires. Donc la question, c'est qu'il faut surtout avoir des règles globales qui font que ces entreprises, elles vont avoir un intérêt d'y aller. Je ne pense pas que ce soit juste un travail de conviction, il y a vraiment un travail de réorganisation des politiques publiques, des modalités de recherche, d'accompagnement de l'innovation, pour amener ces entreprises à avoir un intérêt d'aller vers ça, en fait, tout simplement. Hein. Et, tout simplement. C'est à la fois simple conceptuellement, mais c'est évidemment difficile parce que, à nouveau, c'est quand même une vraie question de politique publique plus que de recherche. Hein. On a aussi travaillé ensemble sur un projet où on voit aussi que sur les territoires, la fabrication de produits qui pourraient, protéger le vivant et protéger les cultures ne peut plus être non plus fait par des grosses entreprises, mais aussi par des territoires. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 ou 3 exemples dont on a vu au Chili concrètement des gens qui s'organisent en coopérative pour fabriquer ce type de solution? En fait, c'est essayer de travailler l'innovation, mais en sortant d'un schéma où l'objectif c'est d'avoir un produit qui va pouvoir être appliqué de façon à peu près homogène sur toute l'Europe ou dans le monde entier, à peu près les mêmes fondements en termes de biologie, mais le faire plus proche des gens. Et donc, il y a effectivement, c'est une vraie tendance qui a du mal à se déployer parce qu'on ne sait pas l'accompagner actuellement, ou peu. Mais il y a des choses extrêmement intéressantes qui voient le jour, en fait, avec, par exemple, au lieu d'avoir des schémas industriels, on s'imagine le Bayer vert du biocontrôle français ou des trucs comme ça. En fait, effectivement, j'ai l'impression que c'est une chimère, parce que en fait, ce qu'on voit plutôt, ce sont des aventures tentées par des coopératives qui se rejoignent, qui se créent leur entité, quelle qu'elle soit, de R&D, de recherche et développement en biocontrôle, par exemple, ou des circuits d'auto-approvisionnement, d'autoproduction, auto-approvisionnement, toujours à peu près des mêmes organismes de biocontrôle, mais c'est fait localement, de façon beaucoup plus coopérative. Il n'y a pas forcément un besoin de chiffre d'affaires énorme. Le but, c'est d'être, ou disons de bénéfices énormes. Le but, c'est d'être à l'équilibre. Et ça change tout, en fait. Et effectivement, on a des circuits qui sont hyper intéressants, qu'on voit en France. On a des exemples. Fresnat pour les macro-organismes en Bretagne. Au Chili, on observe des... Hélène n'a pas l'air d'accord. Allez, vas-y, je continue. Juste pour dire que en fait, la pierre angulaire du système Bayer, BASF, c'est un peu différent parce que BASF, c'est le numéro 1 de la chimie mondiale. Ils n'ont pas que la partie agro. Bayer, ils ont la partie healthcare, mais c'est interdépendant, n'est-ce pas? Mais le truc, c'est que la pierre angulaire, la vache à lait de Bayer, c'est quand même le système glyphosate OGM, moindre prédit, quoi. Et on a tendance à l'oublier en France, parce qu'en France, et dans une grande partie de l'Europe, les OGM sont interdits. Et donc on passe un peu au travers de ce sujet, mais c'est la pierre angulaire de Bayer. Et donc c'est bien pour ça que même si Bayer fait du biocontrôle, ça restera toujours
juste parce que, ah oui, bah, on sait qu'on va se devoir sortir des pesticides en Europe quand même, parce que la France, les cancers du sein et puis les leucémies sur les enfants, ça commence à se voir. Mais le cœur du modèle économique, c'est clairement le système OGM Roundup Ready. Et donc, pour eux, c'est juste pas possible, en fait, de se réinventer. C'est aussi une mentalité. C'est un état d'esprit. Et je suis pas certaine que quand je vois les offres d'emploi, parce que je connais très très bien ces entreprises, je lis tous leurs rapports annuels, je lis leurs offres d'emploi, je sais bien comment ils fonctionnent, c'est une vision du monde où l'homme doit trouver des techniques pour dominer la nature qui est a priori agressive, ce qui est assez vrai, mais on a les antibiotiques et les vaccins, donc elle est plus si agressive que ça depuis longtemps en fait. Mais moi je suis d'accord, ça viendra pas de Bayer, ça viendra de d'autres acteurs. Enfin, ceci dit, mon exemple, c'était pas Bayer. Enfin, j'ai rien contre Bayer plus que d'autres, hein. Mais c'est juste que c'est un nom qui parle à tout. Moi, c'est vraiment le modèle, en fait. Le modèle de dire on va trouver la molécule qui va changer le monde et on va pouvoir la mettre sur la Terre entière. Et même si elle était extraordinaire, en fait, cette vision-là est de toute façon en décalage par rapport à une vision agroécologique où on se dit, en fait, l'histoire est différente partout. En fait, on doit inventer des modèles. C'est ça. Et donc, du coup, c'est en ça que ce soit un Bayer vert, un Syngenta vert, un BASF vert, tout ce que vous voulez vert, c'est pas la question, justement. En fait, l'avenir de ces industries-là, ça va être en fait sans doute des industries qui vont pas du tout ressembler à ce qu'on connaît actuellement, avec plutôt un tissu beaucoup plus territorialisé. Mais on commence à le voir, hein, parce que pour le coup, si on va vraiment au bout du bout avec les producteurs en local, en fait, leurs besoins, il va sur des solutions plus locales, où justement ça leur permet de baisser le coût des intrants, de mettre à profit les micro-organismes qu'ils ont chez eux et pas forcément ceux qui vont venir de l'autre bout du monde. Et en fait, on arrive à des convergences comme ça, et avec des créations d'entités, d'entreprises en fait beaucoup plus territorialisées, qui ne ressemblent pas à celles qu'on connaît actuellement dans le secteur industriel. Et c'est vrai pour le biocontrôle, mais aussi pour la biostimulation, la biofertilisation, et j'en passe. Il y a une question sur le chat de la visioconférence. Quelqu'un qui parle des pays sud-américains qui sont dans un modèle hyper extensif et qui dit que la question c'est comment on fait pour qu'ils changent. Et ils auraient dû en fait ils ont reproduit notre modèle, et s'ils n'avaient pas fait ceci, ils n'auraient pas besoin de changer totalement et d'engager des coûts hyper importants. Comment on fait pour que ces pays changent, ou est-ce qu'ils vont changer surtout? C'est une drôle de question, ça. Moi, je commencerai par balayer devant notre porte, hein, avant de commencer à se permettre de donner aux autres. Non, mais c'est vrai, parce que ça, c'est très occidental. Ah oui, mais la France pollue pas, c'est les autres le problème, etc. Non, c'était pas ça la question. Enfin, en tout cas, moi, l'Amérique du Sud. Commençons par arrêter les pesticides en France avant de se demander comment l'Amérique du Sud doit faire ceci ou cela. Et par ailleurs, si l'Amérique du Sud a convergé vers ce système, c'est bien des entreprises européennes, notamment, encore une fois, Bayer, pour ne pas les citer. Désolé, j'espère qu'on va pas tous se faire dégouiller. Mais voilà. En tout cas, commençons par balayer devant notre pote, parce qu'en attendant, la France est loin d'être en reste, hein, notamment parce qu'elle fait beaucoup de vin, de l'horticulture, du maraîchage, enfin toutes sortes de choses. Voilà. Donc, quand la France sera bio, elle pourra inspirer l'Amérique du Sud. Et j'ai aussi une autre mauvaise nouvelle, c'est que c'est l'ONU aussi qui sert de vecteur, malheureusement, pour cette intensification. Et là, c'est même plus l'Amérique du Sud. Le problème maintenant, c'est l'Afrique, le nouveau marché. Et voilà. Et j'ai des gens qui me témoignent commander du biocontrôle et qui reçoivent à la place de l'acétamiprid de Bayer. Donc, merci. Une dernière question. Ma question, en fait, bon, vous avez beaucoup décrit tout ce qui est vivrière, je dirais. Et en face, je dirais qu'il y a tout un pan qui est industriel. C'est-à-dire, en fait, la philosophie industrielle, c'est prendre des produits comme la pomme de terre et autres, craquer, faire de l'amidon, du glucose, enfin vraiment détruire les molécules, et après recomposer pour nous vendre des produits recomposés. Donc, et tout ça alimenté par une bourse de Chicago et des cultivateurs qui aujourd'hui sont des traders sur le blé, par exemple. Voilà. Ça, je ne sais pas comment on va faire changer ça. À un moment, on en revient à des questions de politique publique. En fait, il y a des choix implicites derrière. En fait, c'est qui on veut développer, où on veut mettre les richesses. Il y a des doctrines, en fait, très clairement. En fait, donc, soit on est sur une doctrine où ce qu'on veut favoriser, c'est notamment les producteurs et les consommateurs, par exemple,
soit en fait on se dit on veut développer un secteur industriel et donc avoir de la balance commerciale ou je ne sais quoi, et donc on va viser ce secteur industriel. En fait, là il y a vraiment une question de choix politique, de choix économique. Hein. Faut pas se le cacher. Enfin, il y a un truc totalement assumé derrière. Hein. Juste une intervention pour parler de politique publique et de territoire. On a dit que les solutions qui marchent, qui sont observées sur le terrain et qui sont préconisées dans les plans alimentaires territoriaux pour ceux qui en adoptent, c'est des solutions qui vraiment ont une approche globale, de la fourche à la fourchette, en passant par ce qu'on a dans l'assiette, évidemment, et ce qu'on a dans l'assiette de nos restaurants collectifs, dans les cantines, pour toucher les enfants. Ordonnance verte à Strasbourg pour toucher les femmes enceintes, en leur prescrivant des paniers bio dès le début de leur grossesse. Donc là, je voulais simplement dire, on voit des politiques locaux, il va y avoir les municipales en 2026, qui se préoccupent de savoir comment ils vont revitaliser leur village. Et ils sont prêts à baisser le foncier pour que les gens s'installent pour construire des maisons. Alors qu'il y a plein de gens qui ont envie de redonner un sens à leur vie. On voit que Hélène est en reconversion professionnelle et ils ont envie d'aller vers l'agriculture biologique. Ils n'ont pas de terre pour s'installer. C'est le combat de Terre de Liens et des collectifs Nourrir. Voilà. Donc simplement, il y a peut-être, c'est juste pour dire, il y a des lueurs d'espoir pour redynamiser l'économie locale. Il y a plein de manières de faire. C'est un message aussi aux politiques, à nos politiques, qu'ils soient maires, parfois députés et sénateurs. Au Sénat, la loi du plomb est en train encore de favoriser les pesticides, mais je crois qu'il y a un espoir en laissant s'installer des gens qui veulent redonner du sens et qui font de la recherche-action en étant agriculteurs-chercheurs, en fait, et qui travaillent avec vous à l'INRAE. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que l'État ménage la chèvre et le chou, quoi. Moi, d'un côté, mon BPREA, ma reconversion professionnelle, là, elle était carrément payée. Donc, j'ai été payée pour suivre cette formation. C'est pas que ma formation était financée. J'avais un salaire de 950 € par mois pour vivre dans le Morvan. Je peux vous dire, c'est très bien. Mais le problème, donc c'est oui, d'un côté, l'État encourage le maraîchage biologique, les reconversions agricoles, tout ce qu'on veut, les PAT, tout machin. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été mis sur la table, surtout depuis France Relance, grâce au Covid. Là, il y en a eu de l'injection de milliards à n'en plus pouvoir. Le problème, c'est qu'en face, il y a le ministère de l'Ombre. Désolée, mais voilà. Je ne vais pas donner son nom, tout le monde sait très bien de qui je parle, qui en fait empêche que les choses adviennent. Là, BPREA, on était 24. Il y a une seule personne qui a réussi à s'installer pour faire de l'élevage en conventionnel. Voilà. Alors qu'on était dans un BPREA qui s'appelait maraîchage biologique par ailleurs, donc je me demande bien pourquoi il y avait des gens qui voulaient faire de l'élevage, mais je m'en fiche, je suis pas du tout contre l'élevage, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les autres, ils n'ont jamais pu s'installer. Voilà. Et donc, ménager la chèvre et le chou, c'est bien sympa, mais on revient au fait que si l'État ne prend pas des mesures coercitives, ça va être difficile. Mais tout à l'heure... oui, il y a de l'espoir, mais en même temps, à chaque fois qu'on va vers la guerre, on va vers toujours plus de chimie aussi. Là, quand le président de la République a pris la parole, quand il a dit plan d'action, le premier secteur qu'il a cité sur lequel on va mettre le paquet, c'était quoi? C'était l'agriculture. Entendez par là, il faut que la France nourrisse encore plus le monde entier, parce qu'on va mourir de faim, c'est la guerre. Donc, mettons puis alors, plus de pesticides, puis là, il y a le réchauffement, alors mettons plus d'OGM, donc plus de pesticides. Enfin, donc voilà, je suis pas sûre... En tout cas, ce que je peux rajouter, c'est que d'un point de vue recherche, enfin, je cite des chercheurs qui sont dans un des projets là, qui s'appelle FAST, un projet du programme prioritaire de recherche Cultiver, protéger autrement, qui est coordonné par Julie Subervi, une chercheuse INRAE. Et en fait, dans les conclusions qui sont disponibles, il y a ça. En fait, il y a le fait qu'il y a plein de possibilités, que quoi qu'on en dise, la France, ça reste un pays riche, et qu'il y a effectivement plein de possibilités. Donc il y a plein de motifs d'espoir, en fait. Derrière, effectivement, il y a qu'est-ce qu'on actionne comme levier Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette conférence à tous les deux. Merci Loïc d'avoir animé cette conférence. Donc, merci à vous d'être venus et aux auditeurs d'avoir écouté ce débat très, très intéressant et très animé grâce à vous. À très bientôt. Merci. Merci.